Merci beaucoup à tous les deux. Merci François Barck, merci Damien Rioland d'abord de votre invitation, m'avoir sollicité il y a quelques mois au carreau d'Arrache où on préfigurait cette intervention d'aujourd'hui. Quelques mots d'abord d'excuses, parce que je suis en retard, et même très en retard. En tous les cas, sachez que si je suis en retard, une des raisons tient au fait que ce matin même, j'avais une réunion en mairie de Marnas sur la désertification médicale de notre secteur, et j'y reviendrai tout à l'heure dans ce que sont les contraintes d'un territoire comme le nôtre. Deux mots de présentation pour moi-même, complémentaires à ce que François Barck a pu dire, et puis une présentation rapide de mon territoire avant de développer en quelques thèmes ce que peut être, de la vue d'un parlementaire, mais c'est finalement pas tellement la fonction qui sera la plus pertinente pour moi, mais en tout cas de la part d'un élu local, quelle peut être l'opportunité, quelles sont les opportunités d'un travail beaucoup plus approfondi entre la vallée, telle qu'on la connaît, telle que vous la connaissez ici à Grenoble, mais telle qu'on la connaît dans la vallée de l'Arve, et puis ces montagnes et l'activité économique qu'elle accueille. Avant tout, je voudrais vous dire que je suis très fier d'intervenir devant une formation comme la vôtre, qui pour moi est essentielle. D'abord dans ses pères fondateurs, je crois qu'on peut citer François Servoin, c'est ça, hein, et en rappeler la mémoire. Dire que le master que vous suivez est un master essentiel dans l'arc alpin, essentiel parce qu'il forme des juristes qui vont intégrer les collectivités locales, essentiel parce qu'ils vont informer des avocats, parce qu'ils vont former des professionnels, peut-être des chefs d'entreprise aussi, et que je vous félicite d'avoir choisi cette formation. Il y a quelques années, je n'avais pas fait tout à fait le même choix que vous, puisque j'ai suivi le DO droit public fondamental à Grenoble il y a maintenant une dizaine d'années. Ce qui m'avait donné l'occasion de connaître François Barck et de vous dire que dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, le fait d'être passé par l'université de Grenoble m'a créé un certain nombre de références. Donc après le bac, j'ai fait du droit ici, une maîtrise de droit européen à Freiburg, un DEA de droit public. J'ai commencé mon activité politique à Grenoble en étant candidat aux élections municipales en 2001. Et donc ce que vous connaissez du paysage grenoblois, pour moi, ça constitue une référence, tant à l'université que dans ce qu'est Grenoble, dans ce qu'était Grenoble à l'époque, et dans la manière dont je peux suivre, maintenant avec plus de distance, l'évolution politique de cette ville. Ensuite, je suis devenu assistant parlementaire. Si je le dis, c'est pas pour ramener les choses à moi, ça n'aurait strictement aucun intérêt, mais c'est parce que j'étais assistant parlementaire d'un sénateur de la Haute-Savoie, Jean-Paul Amoudry, qui avec Jacques Blanc, en 2004, a rédigé un rapport parlementaire sur les 20 ans de la loi Montagne. Et ça m'a donné une approche de la loi Montagne. On parle de l'acte 2 de la loi Montagne, mais il y a 10 ans, on parlait déjà de l'acte 2 de la loi Montagne. Et d'ailleurs, les quelques items qui sont ceux du Premier ministre lors du Conseil national de la montagne qui s'est réuni à Chamonix, au Montanvert, il y a maintenant un peu plus d'un mois, ce sont exactement les grands thèmes qui étaient ceux de l'époque, avec peut-être la question du climat en plus. Peut-être qu'il y a encore 10 ans, là, cette question du réchauffement climatique, ou du moins des conséquences du réchauffement climatique sur la montagne, sur l'eau, sur la neige, sur l'enneigement, sur l'activité économique, étaient peut-être des choses qui étaient moins fortes. En tout cas, aujourd'hui, on est complètement dans ce sujet. Ensuite, j'ai réussi un concours que certains d'entre vous tenteront peut-être, qui est le concours d'attaché territorial, et je suis devenu directeur général des services d'une petite collectivité à la frontière de la Suisse, en Billy. Haute problématique aux Savoyardes, là aussi on pourra y revenir, notamment dans les questions si vous en avez, parce que la question frontalière est plus forte chez nous qu'en Isère, et elle crée tout un tas d'opportunités, mais aussi de contraintes. Et enfin, j'ai décidé de me consacrer, ayant été élu maire de ma commune, à la vie politique, en devenant maire, prenant des responsabilités intercommunales, devenant président de l'intercommunalité. Et puis, l'année dernière, j'ai été élu sénateur de la Haute-Savoie. Je suis l'un des plus jeunes sénateurs de France. Et la Haute-Savoie connaît deux des plus jeunes sénateurs de France, mon collègue Cyril Pellevat et moi-même, qui a près de 35 ans, avons accédé à cette fonction importante.
Mon territoire, le territoire dont je suis le président, c'est un territoire de 45 000 habitants, dont la capitale est Cluses, ville de 17 000 habitants, premier bassin français du décolletage, qui est un secteur extrêmement industriel et qui comprend sur son territoire des communes touristiques, puisque la commune d'Arrache a une station de ski qui s'appelle Les Carreaux, vous connaissez peut-être, et avec sa voisine de Maglan, elles ont sur leur territoire la station internationale de Flaine. Donc vraiment une mini Haute-Savoie en soi, avec en elle-même toutes les potentialités économiques de l'industrie manufacturière, métallurgique, et de la moyenne montagne équipée pour le tourisme dit de masse, ou pour le tourisme familial, plutôt le cas des Carreaux, ou de petites stations comme le Reposoir, Nancy-sur-Cluse, Saint-Sigismond, Mont-Saxonnet, qui pour elles sont des stations encore de basse altitude, entre 1000 et 1500 mètres d'altitude. Voilà le territoire, qui est un territoire évidemment important, avec à l'amont Sallanches et Chamonix, à l'aval Bonneville et l'Arve qui coule vers Genève, puisque l'Arve se jette dans le Rhône sur le territoire suisse, et une vallée adjacente, qui est la vallée du Gifre, avec laquelle nous partageons le Grand Massif. Donc en termes économiques, Damien connaît bien la question des réels potentiels, enfin en tout cas un réel outil économique important. Alors, quand je dis petite Haute-Savoie, oui et non. Oui, parce qu'en effet, c'est un résumé, mais non, parce qu'en même temps, c'est un territoire qui concentre un certain nombre de problématiques. La montagne en elle-même génère, c'est vrai, des contraintes, mais là, on cumule les contraintes qui sont celles de la montagne, on pourrait y revenir, c'est votre sujet, et qui pour le coup sont les contraintes d'un bassin industriel touché par la crise en 2008 de manière très forte, puisque la vallée de l'Arve travaille énormément pour l'automobile, et le taux de chômage a explosé, et ce territoire comporte les communes dans lesquelles la richesse par habitant des ménages est la plus faible. Richesse des communes, richesse des collectivités, parce que les résidus de la taxe professionnelle font que ce sont des collectivités riches, collectivités de fond de vallée, intercommunalité et également collectivités de montagne, mais pour autant les gens qui y habitent ne sont pas riches. Et c'est d'autant plus vrai que la Haute-Savoie est un territoire riche. Le phénomène frontalier, le fait que des gens habitent du côté français et aillent travailler à Genève avec un pouvoir d'achat du fait du taux de change qui est beaucoup plus élevé, fait qu'il y a effectivement, surtout dans la partie du nord du département, du littoral du lac Léman et de la région d'Annemasse et de Saint-Julien-en-Genevois, des gens qui ont un pouvoir d'achat considérable. Et nous, dans notre vallée, nous avons des OS, des techniciens, des cadres de l'industrie qui sont payés sur la base des salaires français. C'est la raison pour laquelle nous sommes en contrat de ville. Nous sommes l'un des contrats de ville de la région. Nous sommes en zone de sécurité prioritaire. On ne croirait pas dans la vallée de l'Arve à Cluses, il y ait une zone de sécurité prioritaire. Nous sommes en train de montrer un contrat territorial de santé. C'est la question que j'évoquais à l'instant de la désertification médicale et du fait que même si la Haute-Savoie est attractive, elle ne l'est pas en termes de... Juste, vous pouvez nous dire ce que c'est un contrat de ville parce que... Ah oui, je vais pas trop là. Donc nous sommes en train, avec l'ARS, de montrer un contrat territorial de santé. Alors un contrat de ville, c'est les anciens CUCS, contrats urbains de cohésion sociale. Ce sont des dispositifs contractuels entre l'État et les collectivités pour investir soit sur de l'investissement en matière de rénovation urbaine, de renouvellement, c'est-à-dire sur le parc social, sur les équipements, et aussi sur des mesures d'accompagnement social en direction des personnes qui habitent dans ces quartiers. En termes de suivi, c'est à la fois de la politique sociale, c'est à la fois de la politique du logement, c'est là aussi la politique d'investissement public, de services publics. Enfin, ça touche tous les items, ça touche la santé, ça touche l'économie, l'accès à l'emploi, voilà. J'ai résumé ou... Ok.
Mais n'hésitez pas à m'interrompre, hein, je peux tout à fait répondre en cours d'intervention. Voilà, donc ce territoire, il a ça. Et alors, en plus, je parlais du réchauffement climatique, il se trouve que la vallée de l'Arve est soumise à un plan de prévention de l'atmosphère, de protection de l'atmosphère, depuis maintenant 2 ans, puisque, alors ça c'est un vrai point commun avec Grenoble, la pollution de l'air, pour des raisons aérologiques et pour des raisons de densité, est un vrai problème de santé publique. Alors quand je dis aérologie, c'est-à-dire qu'en fait la vallée, avec l'inversion des températures, ça constitue un couvercle qui fait que les fumées de chauffage, le transport et toute l'activité humaine fait qu'on est dans une espèce de forme de cocotte minute. Et que la densité, songez qu'une commune comme la mienne, elle fait 900 hectares, c'est-à-dire 9 km², qu'elle est construite sur 4, c'est-à-dire que la densité humaine, elle est au-delà de 1000 habitants au kilomètre carré. Donc c'est plus de 10 fois la densité française. Donc voilà comment on vit ce territoire. Alors après, une fois qu'on a fait ce diagnostic, enfin cet état des lieux, quelle a été la réponse politique? Quelle a été l'organisation politique? Et la Haute-Savoie a été l'un des derniers territoires de France à construire des intercommunalités à fiscalité propre. Ça, c'est une vraie problématique qu'on retrouve en montagne et problématique qu'on retrouve grosso modo dans les territoires riches. C'est-à-dire que c'est un territoire dans lequel la nécessité n'a pas fait loi, puisque la nécessité n'existait pas en soi. Les collectivités avaient les moyens, jusqu'à maintenant, de déployer l'ensemble des politiques publiques dont elles avaient besoin. Sauf quelques compétences techniques pour lesquelles elles ont créé des syndicats intercommunaux, SIVOM, SIVU, et c'est vrai que ça a bloqué, historiquement, la mise en place de politiques publiques importantes à l'échelle d'un bassin de vie. Je ne dis pas qu'on est dans une logique où il y a du retard, mais les grandes politiques publiques, transport, développement économique, ont toujours été maintenues à l'échelle communale, ce qui s'est démontré, ce qui se démontre aujourd'hui comme un réel handicap. Et l'intercommunalité n'est née chez nous qu'en janvier 2013, où la communauté de communes que je préside et dont je vous ai remis ce document un peu synthétique sur ce que nous faisons, n'est né que donc, juste à la veille des élections municipales de mars 2014. Le choix a été fait d'une fiscalité professionnelle unique, ce qui est un acte de solidarité important. Pour autant, les compétences, même si le développement touristique, sœur jumelle du développement économique, est une compétence intercommunale, pour autant, nos statuts ne nous permettent pas encore de porter des politiques publiques encore plus fortes, encore plus cohérentes à l'échelle de notre bassin de vie. Le fait communal est resté extrêmement puissant et extrêmement fort. Vous avez dans ce bassin de vie les communes qui, en termes de ratio par habitant, ont les plus fortes recettes de l'ex-taxe professionnelle, ce qui fait que le taux d'équipement est élevé et le fait communal est d'autant plus fort que les communes avaient les moyens de réaliser les équipements dont les populations avaient besoin. Voilà, donc ça c'est un vrai enjeu pour nous, et j'en viens maintenant au cœur de ce que j'ai à vous dire sur la manière dont notre territoire essaye d'imaginer un dialogue plus important entre la vallée et la montagne. D'abord, il faut savoir que ce sont deux mondes totalement différents. Ce sont deux mondes qui, de manière économique, peuvent être considérés comme industriels. Flaine est un outil industriel du tourisme, et la vallée de l'Arve est un outil industriel de la métallurgie et de l'automobile, réellement. Et que ce sont deux domaines dans lesquels le rôle de la collectivité locale n'est pas au même endroit. Pas du tout. En gros, l'industrie qui s'est installée dans les années 1850 du fait de la présence de la houille blanche, c'est-à-dire de l'eau, pour entraîner les machines. Elle s'est installée là comme une activité complémentaire de l'activité agricole.
L'été, les hommes et les bêtes étaient au champ, et comme l'hiver était rigoureux et long, quand les bêtes étaient à l'étable, eh bien on a développé pour Genève, au XVIIIe et au début du XIXe siècle, une activité de fabrique de pignons de montres qui ensuite sont devenus pour l'armement et pour l'automobile des pièces plus complexes, plus importantes et des pièces surtout en quantité beaucoup plus volumineuse. Les collectivités, elles ont dans les années 60-70 accompagné ce développement économique en créant des zones industrielles périphériques au centre-bourg, tout le long de l'Arve, et finalement elles n'ont été que des aménageurs, elles n'ont fait que créer les conditions de. Et d'ailleurs, dans la culture du décolletage, qui est une culture où l'individualisme au sens libéral du terme, c'est-à-dire le patron, chef de son entreprise, responsable, avec des entreprises d'ailleurs qui sont des entreprises souvent qui sont des PME, avec une forme de paternalisme dans le sens bienveillant du terme, ce sont des entreprises qui sont habituées à gérer l'ensemble de leur environnement. C'est vrai de chacune de ces entités, et c'est vrai d'ailleurs, c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits là-dessus et de la mise en commun, mais c'est une culture qui reste extrêmement forte. Le tourisme, c'est complètement l'inverse. Le tourisme, c'est complètement l'inverse. Il suffit de prendre l'exemple des carreaux d'Arrache ou de Flaine, où c'est l'investissement privé et public, ensemble, qui s'occupe à la fois de l'aménagement, mais de la gestion et des investissements, des outils industriels. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle il est difficile de faire cohabiter ou de faire comprendre deux environnements où la puissance publique, ou l'autorité publique, ou la collectivité locale n'est pas attendue exactement au même rôle. Et d'ailleurs, un des exemples le plus important, c'est l'endettement pour l'investissement public. Dans un cas, il est fait pour accueillir de l'activité économique et attendre des retours fiscaux, et dans un autre cas, il est porté aussi par la collectivité, mais pour attendre des retours qui ne sont pas des retours fiscaux, qui sont des retours économiques directs. Donc la part de risque est absolument pas la même. Et donc, quand vous faites vivre dans un syndicat intercommunal à vocation multiple des collectivités pour gérer en commun les ordures ménagères, ce conflit-là, il n'apparaît pas. Par contre, quand vous commencez à parler de développement économique et de développement touristique, il est patent parce que c'est vraiment un conflit culturel qui est important. Il est important, mais il est riche. Il est riche en enseignement et en manière dont on peut penser le territoire. On est un territoire qui ne dispose toujours pas d'un SCOT, qui ne souhaite pas faire de PLU intercommunal, donc cette nouvelle faculté de la loi Allure, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on a encore des difficultés à réfléchir. Pour autant, le nouveau vice-président de la communauté de communes depuis avril 2014, qui est le maire de la commune d'Arrache-la-Frasse, qui comprend sur sa commune une partie de Flaine et les Carreaux, a souhaité, qui est en charge du développement touristique, a souhaité prendre en charge de manière beaucoup plus large cette problématique-là et regarder les interactions qu'il peut y avoir entre la vallée et la montagne. Et on a une opportunité considérable qui lie les deux, qui est la problématique du tourisme d'affaires. Et le tourisme d'affaires, souvent négligé parce que on a toujours imaginé que les représentants ou ceux qui viennent pour des raisons de business dans la vallée, finalement n'étaient là que pour le travail, et qu'après tout, après qu'ils aient terminé leur relation, ils n'avaient qu'à rejoindre leur hôtel, leur restaurant, et tout irait bien. En réalité, il y a un potentiel considérable, parce que nous sommes sous la marque Alpes du Nord et Haute-Savoie, et que ce sont des personnels qui viennent souvent de l'étranger d'ailleurs, ou d'autres régions de France, et qui peuvent trouver un intérêt même de consommation dans notre territoire, et que ça peut être une amorce d'un autre tourisme, qui est le tourisme familial ou le tourisme classique. Et donc on mène aujourd'hui une réflexion sur cette question du tourisme d'affaires pour essayer de connecter ce monde industriel de fond de vallée
et les capacités de la montagne. Alors, dans le fond de vallée, on a du décolletage, on a de l'automobile, mais on a aussi des groupes devenus internationaux. Le premier d'entre eux que vous connaissez peut-être, c'est Somfy, qui est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui fabrique des moteurs de volets roulants ou des moteurs de portail et qui est en train d'investir dans l'ensemble du domaine de la domotique. Et là aussi, quand on a un fleuron de l'industrie française sur notre territoire comme Somfy, on ne peut pas ne pas penser cet accompagnement du tourisme d'affaires. Alors, c'est pas simple, parce que le tourisme d'affaires a des exigences plus importantes. Il s'agit de vendre des produits, notamment toute la logique des séminaires et des congrès, sur lesquels il faut constituer. Il ne s'agit pas d'aller dire à l'entreprise, vous pourrez trouver des hôtels, des restaurants, des activités de cohésion, etc. Il faut les accompagner sur l'ensemble du produit pour leur offrir quasiment du prêt-à-porter, du prêt à utiliser vis-à-vis de leurs équipes. Et puis, on évoquait ces questions liaison entre la vallée et la montagne. Nous portons 2 projets d'investissement majeurs qui ont été reconnus dans le contrat de plan État-région. L'un étant le Technocentre, qui est un confortement du centre technique du décolletage, du pôle de compétitivité en fond de vallée pour faire une forme de porte d'entrée dans cette vallée où finalement des choses extraordinaires sont réalisées, mais où on a une nécessité de davantage de mutualisation et davantage de capacité de démonstration, showroom, formation, capacité de réception dans la vallée, et l'autre, qui a été évoqué tout à l'heure, je crois par vous deux, qui est le Finiflen, c'est-à-dire un équipement de liaison câblée entre une gare qui serait la gare de Maglan, qui est une gare dans laquelle le TGV peut s'arrêter, et qui emmènerait les personnes directement sur les pistes, ou du moins dans les différents endroits entre la vallée et la montagne, c'est-à-dire l'entrée des carreaux d'arrache, une piste de ski une pointe sommitale qui redescend sur Samoin, donc sur une autre partie du Grand Massif, le col de Pierre Carré et Flaine, donc une station des années 60 qui permettrait d'accéder donc en 23 minutes du fond de la vallée, 500 mètres, jusqu'à Flaine, en redescendant et en desservant Flaine. C'est un projet qui va nous prendre encore quelques années, qui est chiffré à 84 millions d'euros et qui est un équipement absolument structurant pour cette partie de la vallée. Là, pour le coup, je parlais de Clusaz des Montagnes et de la manière de voir le développement du tourisme d'affaires. Là, pour le coup, il s'agit d'aller faire de notre territoire le concurrent direct de Verbier, de Gstaad, de Davos, sur l'arc alpin et sur la partie, on va dire, helvétique. Et donc là, sur la concurrence et sur la manière de vendre aussi un produit qui soit un produit zéro émission, et qui permettent d'éviter de 40 minutes de montée en voiture dans des lacets pour les touristes, qui permet aussi simplement de relier Heathrow avec Flaine. C'est-à-dire la capacité d'aller sans voiture et sans aucun mode de communication autre que l'avion ou le train et un mode de déplacement câblé. Je crois que c'est l'avenir des Alpes, et c'est vrai que la question du réchauffement climatique nous interroge, et on ne peut que défendre cette pratique du ski à des altitudes où l'on est à peu près sûr que dans 30 ans, il y aura encore de la neige l'hiver. Voilà les problématiques qui sont celles d'un territoire comme le mien. Je pourrais évidemment développer encore plus telle ou telle problématique ou telle thématique, si vous le souhaitez, mais je préfère m'en arrêter là et ouvrir peut-être le temps de questions-réponses, l'échange. C'est à vous.